Mesdames et messieurs, bonsoir et voici Mise au point, votre magazine sociopolitique qui vous plonge comme tous les jours, comme chaque semaine, au cœur des questions d'actualité. Ça fait débat, vous le savez, faut-il aujourd'hui modifier, changer, réviser la constitution de la République démocratique du Congo? En tout cas, de voix se lèvent avec trop de contradictions pour ou contre. Faut-il empêcher les gens de réfléchir sur le sort à réserver à notre loi fondamentale? En tout cas, tel est le premier secteur de cette émission. Nous allons échanger là-dessus avec un invité sur le plateau. Également, nous allons parler du territoire des Idiofa dans le Kwilu, dans la province de Kwilu. Quels sont les secteurs ou les axes prioritaires pour le développement de ces territoires des Idiofa? Autrefois, un territoire très réputé avec un élan de développement, en tout cas perceptible par tout le monde aujourd'hui. En tout cas, on croit savoir que cet élan s'est un peu estompé. Alors, comment booster Idiofa? Nous en parlons dans cette émission avec un invité sur ce plateau, Monsieur Dédé Moupassa, député national élu du territoire d'Idiofa, et je précise, élu pour la deuxième fois. Bonsoir, monsieur le député national. Bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs. Avant toute chose, laissez-moi un peu remercier, parce que vous savez, la semaine passée, j'ai perdu mon oncle, un grand pilier de la famille, et même icône d'Idiofa, ancien député national et inspecteur général à l'EPST. Je citais Bal Maël Mobal Digar, pour ceux qui l'ont connu. Il a travaillé longtemps dans l'enseignement et aussi il a servi comme député, plusieurs fois aussi candidat. Et voilà, on l'a enterré. C'est depuis son enterrement, donc c'est la première fois que je fais la sortie médiatique. Et j'en profite pour remercier tous ceux de près et de loin qui nous ont assistés, qui nous ont accompagnés pour rendre les derniers hommages à notre oncle père, notre papa, l'icône de chez nous. Je dis vraiment grand merci à toutes ces personnes-là. Alors, pour revenir un peu à votre question, voilà, sous cet état-là, je me dis ça va malgré tous ces aléas qui a caractérisé la semaine passée. Je précise que c'est un député élu et réélu. Alors, premier secteur, on va parler... Président intérimaire de FIDEC. Voilà. Parti cher à Madame Fifi Masuka, gouvernement Douala. Oui. La gouverneure dont on parle assez, suffisamment à travers la République. Parce qu'il travaille beaucoup. Ça fera un autre débat. Alors, on va parler de la révision ou du changement de la Constitution. Vous êtes le président intérimaire du FIDEC. Première question, qu'est-ce qu'on reproche à l'actuelle Constitution votée depuis le 18 février 2006? Non, mais reprocher la Constitution, c'est soit il y a trois camps, je peux dire trois camps. Il y a les gens qui sont en train de gérer. Une fois dans la gestion, on l'a connu même à l'époque de PPRD, il voulait bien modifier la Constitution, retoucher la Constitution. Ce sont des aléas liés à la gouvernance, les difficultés qu'on a, qui, dans un tunnel, on se trouve au bout parce que la loi vous l'interdit. Peut-être votre volonté personnelle peut aller au-delà, vous dites non, mais si j'avais telle autorisation, je pouvais aller au-delà. Mais dommage, la loi est la loi, ça peut arrêter les choses. Alors il y a des gens aussi, dans le cadre de projets, de projections de projets pour le développement, se sentent bités par les contraintes de la loi. Et tout cela se trouve dans la Constitution. Et aussi, le monde n'est pas statique, le monde est en train de s'améliorer, de se moderniser. Il y a beaucoup de notions qui viennent en ligne de compte et que le cas original d'une Constitution ne permet pas de rester sur place. Il faut discuter, il faut voir aussi comment l'améliorer. Donc les trois camps, je pense que ce sont des discussions qui peuvent se faire. Et puis jusque-là, je pense que c'est dans des états-majors. Et jour pour jour, on doit discuter sur notre devenir. Parce que la Constitution, c'est la mise en commun de règles de jeu qui nous gèrent nous tous les uns des autres. Que vous soyez, que vous l'acceptez, que vous ne l'acceptez pas, la Constitution reste la Constitution. Mais aussi, je dois souligner, en discutant sur la Constitution, c'est technique. Ça semble être dérisoire comme tout autre texte mis en commun. Non, il y a l'esprit et la lettre. Et l'esprit et la lettre se conjuguent sur l'entente, sur l'inspiration, sur la culture, le mode de vie, sur la projection dans le développement d'une communauté qu'on appelle l'État. Donc, pour une république. Alors, pour cela, il y a des gens au travers le monde qui se sont spécialisés en cela. C'est une connaissance qui s'est traduite à l'université en ce qu'on appelle aujourd'hui
Constitution, le droit constitutionnel. Le droit constitutionnel. Le droit constitutionnel. Donc c'est un débat, selon vous, à réserver aux constitutionnalistes. C'est un débat de haut niveau. Mais donner les attributs, donner la considération, c'est tout congolais, parce que c'est notre matière. Mais le régler en termes de les soigner, de l'apprécier, de les juger, je pense que c'est technique. Et quand je dis technique, il faut laisser l'aura à ceux qui sont censés le faire. Alors vous avez peint 3 catégories de groupes qui émettent leur point de vue par rapport à la Constitution. Et le FIDEC, dans tout ça, qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'actuelle Constitution? Faut-il la modifier? Faut-il changer carrément de Constitution? Quel est le point de vue de votre parti? Nous sommes de l'Union Sacrée. Nous attendons discuter en interne à l'Union Sacrée pour donner un point de vue. Alors, comme parti, c'est d'une manière isolée. On ne peut pas s'engager sur un plateau de télévision. Mais je mérite vraiment que nous continuions nos débats. D'abord au parti, parce qu'on a déjà commencé. Et attendre comment la mise en commun des idées, du point de vue, au niveau des institutions, qu'à bien même privées, comme l'Union Sacrée. Et on va décider pour voir comment amener cela dans les institutions et en faire une déclaration officielle, pourquoi pas. Dans l'entretemps, même de manière individuelle, en tant qu'un élu du peuple, vous avez remarqué qu'il y a des articles qui ne correspondent plus aux réalités actuelles dans notre Constitution? Oui, il y a plusieurs articles. Il y en a même dans les quarantaines d'articles qu'il faut retoucher, ou il faut changer 2 ou 3 mots dans l'article qui dérange un peu. Et puis, on doit se mettre d'accord sur la gouvernance. On reste parlementaire, semi-parlementaire, présidentiel ou semi-présidentiel. Parce que jusque-là, quand vous lisez notre Constitution, nous sommes au même moment présidentiel, semi-présidentiel, parlementaire, semi-parlementaire. Nous égorgeons des notions qui touchent à tous ces régimes. Donc il faut vraiment déterminer un régime politique unique qui détermine, nous donnons notre face pour dire nous sommes présidentiels et le président joue son rôle, le gouvernement et tout le reste. Nous pouvons dire nous sommes parlementaires et on joue les rôles comme tel parce qu'à chaque régime correspond la gouvernance et la gestion. Mais si vous mêlez tout cela ensemble, ça donne de quoi. Des fois, le président de la République a besoin de transférer, de donner ses idées, de le faire, mais il est bloqué par la Constitution parce que le régime n'est pas présidentiel. Mais en termes d'électorat, en termes de responsabilité, il n'y a que lui. Il est élu au suffrage universel et c'est lui qui répond. Le Premier ministre qui est le chef de l'exécutif n'est pas élu. Il n'est même pas d'abord élu, mais il a le pouvoir des élus. Oui, il a le pouvoir des élus. Alors lui, maintenant, c'est les responsables du gouvernement. On dit le Premier ministre est chef du gouvernement. C'est elle qui, ou c'est lui qui gère, le Premier ministre qui gère le gouvernement. Mais c'est le chef de l'État qui doit brosser son bilan à l'issue de 5 ans d'exercice. Brosser, c'est une chose. Il brosse, il donne sa vision, qu'il suit au quotidien. Quand je dis au quotidien, parce qu'à chaque conseil des ministres, c'est l'exécutif qui s'est réuni. Donc, le gouvernement et la présidence de la République, dont le président de la République est le chef de l'exécutif. Mais sa responsabilité va au-delà de l'exécutif. Ça va jusqu'au gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, quand les enseignants ne sont pas payés, on dit le chef de l'État, il est touché. C'est vrai, il est touché parce qu'on lui a donné confiance sur le plan de tout le suffrage universel, disons, je vais dire, de tous les Congolais. Mais il ne peut pas y répondre. Il n'est même pas, on ne peut pas le convoquer ni au Parlement, il ne peut pas se justifier, mais il est là, il agit. Des fois, à contre-courant, personne ne peut l'attaquer pour ça. Oui, donc il y a toutes ces choses-là, ensemble, je pense, il est nécessaire de toucher un certain nombre d'articles, et pourquoi pas voir dans quelle mesure refaire la course avec de nouvelles idées. Car si nous disons, construisons un nouveau Congo, avec de nouvelles lois qui arrangent tout le monde, selon que le régime est pris en compte pour les uns et les autres. Après demain, rien que pour la sanction électorale, que les autres, un groupe ne pousse pas tous aux armes. Voilà. Alors, je vais vous poser la dernière question à propos de la Constitution. Votre point de vue, il y a des articles verrouillés. Par exemple, l'article 220, la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative
du gouvernement, le nombre et la durée de mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Ça, c'est dans l'actuelle constitution. Oui, alors, si nous maintenons cette constitution, ça doit rester comme tel. Mais si nous voulons toucher à tous ces articles-là, il est nécessaire d'y travailler autrement. Si ces articles sont visés, on doit avoir une nouvelle constitution. C'est clair. Si ça dérange par étapes, à chaque niveau, par rapport à l'expérience des 4 législatures, par rapport à l'expérience de la modernisation de la gouvernance, par rapport à la... Est-ce que vous avez l'impression que ça dérange? Les FIDEC, par exemple, a l'impression que ça dérange? Le mandat? Non, oui, le mandat, tout ça, et puis... Pour nous, le mandat, il y a un petit souci. Quand vous n'avez pas encore gouverné, vous pensez que c'est rien. Et surtout, que nous sommes aussi un peu avec 4 têtes. Nous n'avons pas de vision fixe par parti, je veux dire. Nous avons des mariages contre nature. Vous allez voir des unitaristes à côté des fédéralistes. Vous allez voir les socialistes à côté des républicains. Et les libéraux à côté. Donc, avec ces libéraux, c'est difficile. Parce que la gouvernance par de partis politiques tient à ceux-là, à ces organisations. Si vous êtes un libéral, vous n'allez pas s'associer à moi. Parce que nous voyons les choses, nous ne voyons pas les choses de la même manière, pour la même chose et pour les mêmes causes. Je donne un exemple. Aujourd'hui, les entreprises de portefeuille sont ouvertes, sont devenues des entreprises commerciales. Ils cherchent des capitaux à côté, ainsi de suite. Et aujourd'hui, le marché est libre pour les cuivres. On a notre minerai est libéralisé. Les assurances, c'est libéralisé. Oui. Et même l'électricité, l'eau. Par contre, dans la Constitution, c'est un droit d'avoir l'eau, l'électricité. Et gratuitement. Et gratuitement en plus. Ajoutez à cela l'enseignement. Vous voyez? Mais qu'est-ce que l'école privée vient faire? Dans les cadres là où nous évoluons, dans un droit qui doit être acquis constitutionnellement. Vous voyez, toutes ces contradictions ne permettent pas une bonne gouvernance. Donc on doit bien réfléchir, mettre les choses en ligne, étape par étape, et selon que ceux qui gouvernent sont des sociodémocrates, PPRD, IDPS, et tout ce que vous voulez, qui sont des socialistes, doivent se relier à un camp. Demain, après-demain, un jour. Donc selon vous, on doit prendre le temps de réfléchir encore autour de la Constitution avant de lever des grandes options. Oui, on doit réfléchir. Pour ceux qui appellent au dialogue, voilà, c'est sur ça. Et dialoguer sur le grand thème des orientations qui doivent fonder notre État demain. Ça, c'est très important. Et vivre peut-être les situations d'aujourd'hui. C'est très important parce que pour moi, n'est pas penser notre pays après nous, c'est dangereux. Et pour que ceux qui vont venir trouvent un pays en paix, il faut qu'on le prépare aujourd'hui. Il ne faut pas que ce soit un problème de la Constitution qui dérange l'avenir. Parce que il y a 4 législatures seulement, depuis qu'on s'est engagé à la Sun City, de ne pas toucher aux armes. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons? Et ça freine l'élan du pays. On ne sait pas projeter le pays d'ici 2050. Mais 2050, c'est demain. 2050, c'est les enfants d'aujourd'hui. Nous sommes en 2024. C'est les enfants d'aujourd'hui déjà qui naissent aujourd'hui, dans la gratuité de maternité. Ils vont trouver quel pays? Donc je pense qu'on doit réfléchir autrement. Sans gants, hein, mais tout cela, il faut qu'il y ait l'équilibre. Quand je dis l'équilibre, c'est la paix des gouvernants, l'opposition majorité, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ne le sont pas. Il faut que le règle du jeu soit accepté pour tous et à tout temps. Et que la République et ses valeurs soient mises en application et soient consommées pour tout un chacun. Mais il ne faut pas que justement cette modification, révision de la Constitution réponde aux impératifs politiciens ou puisse répondre aux appétits des politiciens. Et ça, sans que le peuple ne puisse trouver son compte. Oui, la société civile qui est majoritaire doit y veiller. Parce que le politique, c'est vrai, le politique a sa façon de réfléchir. C'est vrai, sur votre plateau, je parle comme un républicain, je parle comme un politique, je parle comme un scientifique, comme un moment. Mais si c'est en faveur de mon camp politique, on fera. Parce que je ne veux pas lâcher le pouvoir comme ça. Mais le règle du jeu, c'est vrai, ça demande qu'on passe par les élections. Mais si jamais j'ai le pouvoir de faire quelque chose pour le bonheur du pays, mais pour que je puisse rester et terminer mes projets, je vais y faire. Alors c'est ça qu'on dit la dialectique
politique, il faut que la société civile puisse aussi travailler pour empêcher ce qui est empêchable aux allures politiciennes, je veux dire. Voilà qui est bien dit, mesdames, messieurs, nous poursuivons mise au point et là, nous allons nous attaquer à notre deuxième sujet. Nous avions parlé du territoire de Idiofa, l'un des territoires de la province du Kwilu. Le Kwilu, le Bandundu démembré en 3 provinces. Dans le Kwilu, il y a le territoire d'Idiofa également, qui avait une grande réputation par le passé. Vous êtes un élu de Idiofa, par 2 fois d'ailleurs. Quels sont les véritables problèmes qui gangrènent ce territoire aujourd'hui? Oui, les problèmes d'Idiofa, c'est les problèmes de partout, au jour d'aujourd'hui. Parce qu'on a sillonné, on a circulé, on sait voir, c'est le problème de partout. Mais spécialement, c'est le fait que de temps en temps, même quand il y a redistribution de l'assiette commune, Idiofa n'est toujours pas là-dedans. On peut dire on est en train d'organiser quelques routes, on va donner un peu de moyens pour des routes de recettes agricoles. On donnera partout sauf Idiofa. C'est tout ce que j'ai constaté. C'est-à-dire dans le plan du développement, on met un peu à côté Idiofa comme territoire, tout simplement parce que... pourquoi, oui, justement? Oui. La question vaut pourquoi? Selon vous, oui, en tant qu'élu du peuple d'Idiofa, pourquoi? Oui, mais c'est ce que je veux dire tout à l'heure. C'est parce que Idiofa n'a pas toujours des ténors. Idiofa n'a toujours pas de ténors. Idiofa n'est pas tout le temps écouté comme Idiofa veut se lever autrement. Mais parce qu'on est discipliné. En politique, quand on est discipliné, des fois on vous oublie. Par rapport à ceux qui lèvent la tête, ceux qui parlent à gauche, à droite. Nous sommes politiques, on a 6 députés. Hier, on en avait 7. On se retrouve avec 6 députés. Pour une petite route de 80 km, ça doit faire 10 ans de demande, des mandats. Un petit pont à Kamchalaba, à Mukala, un petit pont qui doit coûter dans les 800 000 $. Seulement parce qu'il n'y a pas des engins. Je peux mettre 800 000. Mais où est-ce que je vais trouver des camions pour prendre de la territe et tout ça? Et puis en plus, c'est une route nationale. Et on a l'office des routes. Pourquoi je le mettrais quand les autres se fait par l'État? Ouais, tout ça, ça décourage. Et c'est pas seulement découragé, ça révolte. Ouais, ça révolte. Alors, un petit port, mais qui est très important, à Mangaï par exemple, parce que les colons ont laissé ce port-là. C'est un pont de transit entre, pas de transit comme tel, je veux dire, c'est un port intermédiaire entre Port Franqui, Ilebo et Kinshasa. Et tout le stock qui devait sortir dans le Kwilu, dans cet espace-là, de Mangaï, et Mangaï, c'est la sortie sur Kassai, de Idiofa. Et ça peut ramasser tout ce qui est là-bas. Mais maintenant, Idiofa devient enclavé. Naturellement, Idiofa n'est pas enclavé. Bon, on va aller. Alors, toutes ces choses-là, vous allez voir dans le budget ici, que tous les ministres ont présenté, parce que jusque-là, c'est le budget que les ministres ont présenté. Dans chaque secteur, il n'y a rien. Alors, on va aller étape par étape. Ouais. On va d'abord parler des infrastructures, par exemple des routes. Alors, quelles sont les routes prioritaires aujourd'hui à Idiofa? Si on doit trouver un financement, selon vous, vous êtes un élu, vous avez été élu et réélu, on va commencer par où exactement? Quelles sont les routes à caractère prioritaire qu'on doit réfectionner ou réaménager? Oui, là, je change de ton par rapport à cette question. Parce que de ces 10 ans, effectivement, nous avons 2 routes nationales. Nous avons la RN 20 qui part de 622 jusque chez vers Ilebo. Ilebo, c'est dans le Kassai là. Et nous avons encore la RN 19 qui va de Boulungu, vous entrez par Kassai, vous traversez la rivière Kwilu, vous allez jusqu'à Mongombala, Mokala, Kalo, vous tombez sur Béan Chengoun et vous foncez jusqu'à Ilebo aussi, c'est la même route, ça fait jonction au niveau de... Vous donnez l'impression de connaître vraiment le coin. Mais c'est chez moi. C'est chez moi, je vis là-bas. Je vis là-bas, ici, je viens travailler. Parce que les mandats, il faut l'exprimer ici au Parlement. Sinon, je vivrai là-bas. Ou je vis là-bas. Donc, je referme la parenthèse. Alors, ces 2 routes-là, ce sont des routes nationales à charge du gouvernement central. Au-delà de ça, maintenant, vous avez la rivière Kassai. Et ces routes-là sont en bon état aujourd'hui? Non, mais ça n'existe même plus. Même en vélo, c'est difficile. Parce que maintenant, des ruptures des ponts qu'on a obtenus, ces ponts en 80, je pense, mais ces ponts-là, c'est foutu. Parce qu'il n'y a pas d'entretien. Donc, il faut refaire et les ponts et les routes. Même à terre battue. Parce que de l'histoire, cette partie-là du pays était plus industrialisée. Par Seka, par Koreman
Et ça, ce sont des grandes entreprises agricoles qui se sont installées là-bas. Dans l'huile végétale pour faire l'huile de palme, et dans les cafés ou dans les fibres, punga qu'on appelait à l'époque pour faire le sac de tout ça. Ouais. Et sur le plan économique, c'est là-bas qui sortaient les maïs, les foufous et tout ce que vous voulez, le riz haricot. Mais au jour d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas, parce qu'il n'y a pas de route, même pas à 100 km. La distance de Kikwit jusque, je vais prendre même le centre, même Kalo. Mais c'est des petites distances que vous pouvez faire à 45 minutes ou 30, 1 heure du temps, si la route est bonne. Mais on doit faire maximum 3-4 jours. Et surtout s'il pleut encore, il y a des problèmes. Donc, c'est toutes ces routes-là des desserts agricoles. On a réuni. Donc, il faut commencer d'abord par effectuer les routes. Par les routes. Si on peut oublier tout le monde. Même s'il faut me mettre moi en prison pour qu'on arrange les routes, moi j'accepte de faire 5 ans de prison. Pour avoir fait quoi? Pour avoir... Non, c'est-à-dire si c'est l'équivalent d'obtenir des routes. Ou bien de couper mon bras là. Qu'on coupe pour qu'on fasse ne fût-ce que des routes. Si on fait ces routes-là, je vous dis, la population a appris à se démerder. Ils vont rentrer dans leur économie parce que nous avons des boulevards et que nous sommes très bien situés. Donc en face, c'est Maïndomé avec Oshwe, dont la route n'est plus praticable. Mais à partir d'Idiofa, quand vous sortez de Pio Pio, vous sortez en face à Panou, vous sortez en face de Dibayalouboué ou de Mangaï, tout ça. Et vous pouvez faire des échanges avec eux. Et ils sont dans la forêt. Nous avons une partie de forêt et savane. C'est-à-dire nous produisons calmement le manioc, tous les produits agricoles. Et dans la forêt, c'est difficile de cultiver. Donc nous pouvons revendre chez nos amis là-bas en face. Et ça va créer de l'économie. Alors si vous montez avec Ilebo, à Ilebo, il y a encore une autre voie. Même 3 d'ailleurs. Ilebo, c'est les trains. Et ces trains, c'est un train qui va vous ramener même jusqu'en Afrique du Sud. Donc, des grandes charges peuvent arriver à Ilebo. Vous avez tout un conteneur c'est pas moi, de bidons d'huile de palme, ou des arachides, ou tout ce que vous voulez, qui peuvent aller de l'Ilebo jusqu'à l'Inde. Jusqu'à l'Inde. Parce que vous sortez à Sakane avec ça, avec liaison Ilebo, Mweneditu, Kamina, Lubumbashi, Sakane. Et Sakane, vous avez Tanzanie, Dar es Salaam, vous avez Durban. Et à Durban, c'est des grands bateaux. Maintenant, vous pouvez aller, soit vous prenez l'Atlantique en descendant vers la Namibie, Angola, vous remontez, et vous allez en Europe. Mais si vous allez en Chine ou Dubaï, vous remontez avec l'océan Indien. Vous voyez, ce pays, quand vous regardez notre positionnement, logistiquement... Donc, rien qu'avec les territoires d'Idiofa, si on avait des routes praticables, ou bien des routes de cette agricole praticables, on pouvait booster l'économie. Mais oui! Pas des grandes routes. Quand vous dites route, c'est comme si les autoroutes que vous voyez. Non, on n'en a pas besoin pour l'instant. C'est vrai, notre national numéro 1 doit être modernisé. Oui. On doit y penser. Et projeté en 2030, il faut que ça soit 3 voies. Pourquoi? Parce qu'en d'ici 2030 ou 2035, il faut qu'un camion de marchandises quitte Mwanda jusqu'à Lubumbashi. Ça, il faut y penser. Là, je parle des camions. Mais au-delà des camions, il faut vraiment qu'on puisse projeter dans les 10 ans qui viennent, qu'on revienne sur les rails. L'ONATRA doit avoir l'option, SNCC, l'option de développer la construction de rails. Il est beau, parce que, voyez, on est en train de construire la route Kinshasa ici, jusqu'à Bandundu-Ville. Ça s'arrêtera là. Et Bandundu, c'est en face, parce qu'on n'a pas encore projeté même le pont sur la rivière Kouilou qui est là. Parce que Bandundu, c'est en face. Kinshasa, c'est sur l'autre rive. Donc, la route qu'on est en train de faire là va s'arrêter là. Et après, par contre, mais si au-delà de Bandundu-Ville, ça ne sert à rien. Donc cette route doit avoir l'ambition de rejoindre la RNF 19 dont j'ai parlé, pour que le matin, vous avez des bananes fraîches ici, à Kinshasa, qui vient de là. Et ça va venir de partout. Ici, ça va baisser les prix. Et quand les prix est baissé, les pouvoirs d'achat devient nécessaire. Alors, Idiofa, par le passé, monsieur Dédé Mopassa, par le passé, c'était un territoire grand producteur de la viande. Hein. Il y avait beaucoup de viande là-bas, et beaucoup de crâles, l'élevage. Là, c'est le poisson. Se portait très bien. Oui. Oui. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Oui, on a eu là encore, c'est l'État qui doit... Oui, c'est l'État, quelque part. Comment c'est l'État? Oui, c'est l'État. Parce qu'on a perdu toutes ces vaches. Par manque d'assistance. Il n'y a pas eu de vaccin, on n'a pas vacciné les animaux.
On ne les a pas encadrés. On n'est pas éleveur qui veut. Ou on n'élève pas comme ça. C'est vrai qu'on souffre de la loi, on est encore dans la loi des 47. Aujourd'hui, il faut travailler sur cette loi pour que toute viande que nous mangeons, qu'on sache ça vient d'où, de quel crâne, qui est l'éleveur, et quelle trajectoire ça a pris, et pour que ça... traçabilité de la traçabilité, voilà. Jusque sur votre table, vous devez savoir. Comme ça, quand c'est une viande qui est malade, parce que tout ce que nous consommons, c'est du poison. D'abord, d'emblée, si on n'a pas de précision, c'est du poison. Parce que tout ce que ça peut créer dans votre santé, c'est vous qui serez éliminé. Donc il faut contrôler. C'est pour ça la loi sur l'élevage qui donne cette traçabilité dans cette viande d'Idiofa. Alors la viande dit maintenant, on a fait des efforts. C'est entré d'ailleurs vers les années 70, 71, 72, 75 qu'on nous a entraînés dans l'élevage bovin, et on en a pris l'habitude. Partout là-bas, on a eu des crânes et des crânes. Il faut voir des têtes de bétail qu'il y avait là-bas. Alors on a eu un premier incident de la peste qui a vraiment ravagé vers les années 2000 avec la guerre aussi d'Afdel. Et après ça, c'est tout récemment, ici, il y a une année, pendant que nous on a souffert de Covid, à la sortie de Covid, les animaux ont été aussi attaqués de la peste. Et ça a ravagé beaucoup des animaux là-bas. Pour l'instant, il ne reste plus rien. Personnellement, l'année passée, la législature passée, j'ai écrit au ministre de l'élevage pour voir dans quelle mesure on peut restaurer le crâne, ceux qui ont perdu. Comment ça peut se faire? Je disais, j'ai même fait des propositions. C'est que sur autant de vaches qu'on peut prendre dans d'autres zones, par exemple le Kivu, qu'on peut ramener là, même dans la région ici ou dans les Kwango, ils ont connu aussi le problème de maladie, mais eux, ils gardent encore quelques bêtes. Mais si on peut vraiment, avec le financement de l'État, approcher ceux qui ont perdu dans ces cadres-là et les ramener deux mâles, par exemple, un mâle et plus deux femelles, ainsi de suite, et apporter un appui, renforcer le service vétérinaire, qui dans chaque territoire devait avoir un vétérinaire docteur, et ou deux selon l'étendue de l'espace et l'importance même de l'élevage dans la région, pour faire des suivis et protéger ces animaux. Donc voilà à peu près, ça c'est très important, et j'avais proposé, mais hélas, rien n'a été fait. Je suis en train de travailler encore pour voir dans le budget qui est prévu ici, si on n'a pas donné un peu de moyens au ministère de l'élevage pour renforcer ces domaines, pour que dans 3-4 ans, qu'on revienne encore un peu plus puissant en termes de l'élevage. Il doit effacer également le nombre d'écoles, le nombre, on appelait autrefois, passer le terme des missions, c'est-à-dire d'écoles avec internat, et il y avait une rivalité entre familles qui fait étudier ses enfants où, dans quel internat, dans quelle mission. Et aujourd'hui, il me semble que toutes ces écoles-là sont l'ombre d'elles-mêmes. Oui, toutes ces écoles l'ombre en termes de bâtiments, en termes des charges éducationnelles. Tout simplement, aujourd'hui, s'il faut payer les enseignants d'abord, les enseignants qui sont là des fois, on dit les NU, les nouveaux engagés, parce que les anciens qui ont vieilli, ça tu le sais quand tu es passé par là, ce n'est pas le même qui peuvent rester juste aujourd'hui. C'est là ils ont vieilli, les jeunes qui sont arrivés, des fois, ils sont mécanisés, hein, mais ils n'ont pas de salaire. D'autres qui enseignent là-bas, depuis 10 ans, on leur donne de primes, le salaire ne vient jamais. Et même alors, s'il faut le payer, avec le système de bancarisation, ils doivent quitter des lieux parce que Idiofa, c'est le centre, Idiofa, c'est rural. Il y a les centres du territoire qui est le chef-lieu et les écoles se disséminent dans le territoire avec 12 secteurs, si je dois le dire. Et dans chaque secteur, il y a des zones de santé et aussi des zones de santé. À chaque côté des zones de santé, il y a une mission avec une école réputée. Qui semble-t-il ont bénéficié d'un appui avec le programme de 145 territoires. Non, les écoles, les hôpitaux ont été... Idiofa n'a pas reçu grand-chose. Mais nous remercions, dans les 145 territoires, on a eu le bâtiment du territoire même à Idiofa. Ça a été innové. Il y a eu deux écoles qui ne sont pas même terminées jusque-là. Et d'autres centres. Au total, on a eu 14 unités qu'on doit apprécier d'ailleurs pour voir qu'est-ce que ça a donné finalement, parce que la remise et reprise n'a pas encore été totale pour cette première phase ou pas phase liminaire de 145 territoires. Alors je disais, les écoles
outrement catholiques ou protestantes qui existaient à charge 100% pour ces religieux. Aujourd'hui, je vous dis, c'est un état parce qu'il n'y a pas de bâtiment. Il faut refaire ces bâtiments. Oui, comment? C'est c'est le gouvernement qui doit agir maintenant? Mais oui, mais c'est les écoles de l'État. C'est les écoles de l'État. On doit reconstruire. Les bâtiments ont une valeur. Quand on construit une maison, on doit dire la maison quelle durée. Ce sont des maisons qui datent maintenant de 80, 100 ou 50, 70. C'est plus valable. C'est vrai, quand vous regardez le bâtiment, vous dites les bâtiments sont là. Mais non, c'est vétus. Il faut refaire, il faut donner encore de l'énergie à ces bâtiments. Alors, le problème de l'énergie, le problème d'eau, on reste toujours avec l'eau des sources. Et aujourd'hui, les populations se sont concentrées dans les grandes cités, qui étaient des BA des cités, et cités aujourd'hui, ce sont des communes. Et des communes avec documents, mais qui ne sont pas gérés comme communes. Parce que même le bourgmestre n'est pas payé. L'autonomisation, l'indépendance, la gestion qu'il doit mettre en place, il n'a pas de moyens, des frais de fonctionnement, 1 million de francs qui arrivent, 2 millions de francs après 3 mois. Donc, et il ne peut pas sécuriser la population. Les jeunes qui deviennent un peu des délinquants, on ne sait pas les maîtriser. Pas de sécurisation. Nous, par bonheur, malheur, on en a eu 7 communes rurales comme ça. Dibaya Lubwe, qui devient un grand centre de transit pour tous les camions qui vont vers Sankuru. Au lieu de prendre la navigation de Kinshasa, des fois qui pose des problèmes, ils prennent les grands camions jusqu'à Dibaya Lubwe. Mais Dibaya Lubwe, maintenant, même dans le programme du pays, moi je suis en train de travailler sur les 16 km, parce que la route dont je vous ai parlé, la RN 20, qui est donnée à un privé qui est en train de travailler, cette route au-delà de Yofa, ça va passer là, 16 km, parce que Dibaya Lubwe est à côté de la rivière, mais eux ils passent. Donc il y a 16 km qui doivent intégrer dans leur, ils vont faire un avenant dans leur programme. Mangaï aussi c'est 45 à partir de Ngenko. Donc la route passe comme ça, vous devez faire des bretelles. Et ces bretelles ne sont pas prises en compte. Par contre, c'est là qu'il y a des grands centres. Pour Dibaya Lubwe, c'est sorti pour aller vers Sankuru. Tous ces gens chargent à partir de là. Et ça fait de la ville des activités commerciales et d'échanges. Et ça devient même hétérogène. Avec trop de Batete là, trop de tout ça, ça devient maintenant une cité dans le vrai sens, hétérogène. Et ça fait bien pour investir là-dessus. Mangaï, la même chose. Donc, tout ce qui se passe dans la région là doit sortir par Mangaï, mais les 45 km là n'est pas pris en compte. Donc, on doit travailler sur ça. Pour que le pont même, qu'est-ce que j'ai dit, le port qui doit être construit à Mangaï permette à ce que la navigation des bateaux qui passent à gauche à droite s'arrête là pour évacuer les produits. Vous avez parlé de l'eau, de l'électricité, mais la bonne nouvelle de Idiofa, c'est que le barrage de Kakobo là, va desservir également Idiofa. Enfin, depuis 20 ans, c'est maintenant... Saluer aussi, Oui, nous sommes en train de saluer. On salue, mais pour la population qui m'écoute là, et aussi longtemps qu'ils n'ont pas encore vu la lumière, ils disent, regarde ces politiciens là, qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter à la télé. C'est vrai, ils ont vu les câbles, ils ont vu, le projet est là. D'ici là, pour ça, je veux dire que merci pour moi, parce que très bientôt, on va le démarrer. À Kikwit, comme à Gungu, les travaux sont déjà terminés. Maintenant, là, on est en train de faire l'examen, comment on appelle le test. Mais à Boulungu voisin, il n'y a rien. Pas d'électricité, tout ça. Mais d'abord, Kakobo n'a pas la force. Ce n'est pas une grande puissance, c'est plus de 10 mégawatts ou 10 kilowatts, comme on dit là. Ce n'est pas trop, c'est pas beaucoup. Même pour industrialiser, c'est difficile. Parce que quand vous arrivez à 622, vous allez vers Chikapa en quittant Kikwit. Quand vous arrivez là, c'est plat. C'est plus de 5000 hectares qui sont là. Pour la politique publique mise en place aujourd'hui, on a développé des zones économiques spéciales. Alors, ça vaut la peine de mettre une zone économique spéciale là-bas parce que même le courant qui quitte Kakobo là, descend par là pour être redistribué. Profitez de ces courants pour que les industries agroalimentaires s'installent là-bas. Et quand ça s'installe, tous les produits qui seront produits dans la région pourra subir déjà des transformations localement et venir ici à Kinshasa en produit fini. Donc le plus-value qui sera là-bas va créer de l'emploi et va créer un plus-value sur la production agricole. Et pour les zones de consommation, Kinshasa c'est déjà une grande zone. À 700 km, c'est pas beaucoup, 700. S'il y a les trains où la route est bonne avec un conteneur, 700, c'est 5 heures du temps, les produits arrivent.
En face, il y a Chikapa. Et Chikapa, c'est dans les 300 et 200 et quelques kilomètres. Et quand vous foncez, c'est l'Angola, la frontière de l'Angola. Et vous avez encore la voie de Lobito qui passe par là. Donc, il y a la possibilité, et là, derrière Chikapa, c'est Kananga. Et nous n'avons pas le même type d'agriculture de faire. Donc, nous avons des débouchés à gauche et à droite. Donc, c'est nécessaire de relancer. Voilà, il y a des politiques publiques qui existent, que chacun, parce que ça doit commencer par le gouverneur, avant que le ministre puisse agréer ces genres de zones. Voilà. Et ça va pousser maintenant de chercher des capitaux pour faire des champs. Et quand vous faites des champs sur place, ça vous pousse maintenant de transformer localement aussi. Voilà, vous avez parlé en connaisseur hein, de votre territoire en tout cas. Vous avez maîtrisé la cartographie, vous avez maîtrisé les routes, les moyens de transport, les infrastructures. Alors, ça vaut un plaidoyer cette émission, un dernier message adressé et au gouvernement et à la population de Idiofa. Et on finit. Oui, bon, j'ai tous les canaux pour m'adresser au gouvernement et partout, mais comme c'est une émission, moi je pense, pour ceux qui n'ont toujours pas l'oreille sur le Kouilou Idiofa, voilà l'occasion, peut-être par la télé, et c'est ça même le rôle, ce qui nous pousse, nous, de temps en temps, à venir à vos émissions, c'est pour que nous puissions entrer dans l'intelligence de ceux qui ont les décisions d'une manière ou d'une autre, qu'ensemble nous puissions réfléchir et pourquoi pas comparer avec d'autres territoires aussi qui ressemblent au problème qu'Idiofa a. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense que le problème d'Idiofa, c'est le problème des deux provinces qui nous gèrent. Nous sommes pratiquement au milieu. Quand je dis au milieu de Kinshasa, qui est toute une province, et en face, nous avons Oshwe, donc Maïndombe, et de l'autre côté, les trois Kasaï, confondus plus Sakuru. Et le reste, vous ne pouvez pas passer de Kinshasa vers les Kasaï sans passer à Idiofa ou dans le Kouilou. Donc nous sommes connectés, interconnectés. Et la production, c'est énorme, c'est 20 000 hectares, je pense. C'est énorme là-bas, les espaces à cultiver, et même à faire l'élevage. Donc on n'a pas vraiment de problème de pâturage, on n'a pas de problème de l'agriculture. Nous avons des sols qui sont énormément, comment on dit, disponibles. Et la rivière, pourquoi pas, pour faire la pêche. Et pourquoi pas moderniser la pêche aujourd'hui pour sauvegarder la nature, la biodiversité existante et faire le Ngolomo Seka et tout le reste. Donc le Kouilou, comme je peux dire, le Bandundu. Et ici, nous avons, il y a les années, quelques 10 ans passés, on a produit énormément de riz avec un programme national du riz dans Idiofa. Dans les Kouilou, mais c'est passé à Idiofa, à Boulouem, la zone de Boulouem, et toute la région de Mangaï. On a produit énormément de riz. Donc ça peut revenir. Donc à mon avis, on va voir avec le budget, qu'est-ce qui est pris en charge pour transformer Idiofa. C'est question de temps, mais question de volonté aussi. On doit tout faire pour relancer de l'économie. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Nous avons reçu pour vous les députés nationaux Dédé Mopassa, élu de Idiofa, en tout cas, il a brossé la cartographie, le problème qui gangrène ce territoire et surtout les pistes de solutions que l'État veille à booster l'économie. C'est bien de faire trop de discours, mais le budget est là, le budget est en discussion au Parlement. Voilà le moment propice pour engager une démarche tendant vers le développement de cette province et de ces territoires, comme tous les autres territoires de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans une semaine avec un autre numéro. Au revoir. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.